Ma leçon aujourd'hui, ce serait de dire que concentrer votre technologie sur ce qui va vous permettre de dire au LLM quels sont vraiment les besoins de l'utilisateur, le contexte d'utilisation de votre utilisateur, des informations sur l'utilisateur et son cas d'usage. C'est là-dessus que vous faites votre techno. Et si vous faites votre techno là-dessus, à mesure que les LLM progressent, en un sens, c'est tout bénéfice pour vous. Parce que vous profitez des fonctionnalités supplémentaires qui vont être apportées par les LLM sans être en concurrence avec les agents d'OpenAI ou de Mistral ou autre. En fait, ce que je vois bien, donc je sais pas si c'est dans 5, 10 ans ou bon bref, en tout cas ça va venir un jour, c'est les administrations, elles auront leur agent. Veolia, elle aura son agent AI. Chacun aura son assistant AI. Et c'est toute une partie des interactions qui aujourd'hui passent par des humains qui écrivent des formulaires, qui émettent des cahiers des charges, qui répondent à des cahiers des charges. Ça va être en fait des interactions en direct entre leurs deux agents respectifs. Donc il va y avoir l'agent appel d'offres de la ville de Paris qui va dire bon je cherche un prestataire pour la collecte des déchets dans le 12e arrondissement et il va envoyer un petit message auquel vont répondre les agents de Veolia qui vont dire regardez, c'est bien mon métier, voici mes références, voici ce que je sais faire. Et là, il y aura un premier screening qui sera fait. Et c'est seulement dans un deuxième temps que les humains interviendront. Donc les deux agents se seront mis d'accord en disant OK, sur le papier, ça pourrait fonctionner. Veolia, ils savent bien faire de la gestion des déchets et en même temps, ce contrat correspond aux critères commerciaux correspondant à la stratégie actuelle de Veolia. Et donc, ça y est, les humains peuvent interagir, mais en un sens, il y a toute une partie un peu de checkbox où on s'est assuré que tout le monde correspondait aux critères de l'autre qui aurait déjà été faite. Et ça, ça, c'est un gain, mais absolument prodigieux. Hello à tous, bienvenue sur Mozza Bytes. Mozza Bytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozza Bytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Cette semaine, on reçoit Arthur Muller, cofondateur et CPO d'Explain. Explain révolutionne la façon dont les entreprises travaillent avec le secteur public grâce à l'IA générative. Elle leur permet d'automatiser les réponses aux appels d'offres publics et la veille territoriale des processus qui sont généralement complexes et chronophages. Grâce à leurs solutions, des entreprises comme Veolia, Engie, Bouygues ou Vinci peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Première entreprise française à avoir appliqué les LLM à la donnée publique, Explain a levé une série A il y a un an et compte aujourd'hui plus de 70 clients, dont un quart du CAC 40. Dans cet épisode, Arthur partage avec nous le passage pour Explain d'un POC à une solution en production hyper robuste qui s'intègre parfaitement au workflow des utilisateurs, l'importance de l'UX dans les interactions avec l'IA, l'approche pragmatique et ambitieuse apportée par Explain pour maîtriser les coûts sans sacrifier l'innovation, et enfin sa vision du futur sur les relations entreprise-secteur public, bouleversées par l'IA générative et les agents. Bonne écoute. Bonjour à tous, du coup aujourd'hui je suis avec Arthur Muller, le fondateur et CPO de Explain. Merci beaucoup Arthur d'être ici. Est-ce que tu peux s'il te plaît commencer par te présenter? Bonjour Adrien, merci de l'invitation. Donc oui, donc je suis fondateur et responsable du produit chez Explain, qui est la plateforme d'automatisation de la réponse au marché public. Excellent. Très curieux d'en apprendre plus sur vous. Vous faites partie des startups GenAI les plus en vue du moment avec un cas d'usage très précis sur effectivement la réponse aux appels d'offres sur les marchés publics. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer cette entreprise? Vous êtes là déjà depuis un certain temps et comment est-ce que vous avez approché et progressivement profité de l'arrivée de l'IA générative? Ouais, bien sûr. Donc nous, le produit est live depuis 2 ans. Euh, Aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est devenu assez facile à expliquer depuis que les LLM existent. Donc nous, on est une entreprise d'IA verticale. C'est ça le vocabulaire qu'on utilise. Donc vertical, ça veut dire qu'on a choisi de s'adresser à un secteur particulier de l'économie. Et nous, on a choisi les entreprises qui répondent au marché public.
C'est énorme, hein, c'est 12% du PIB. Dès qu'il y a un hôpital qui est construit, je sais pas, une école qui achète du matériel informatique, des panneaux photovoltaïques, tout ça derrière, c'est des marchés publics. Et c'est un secteur qui va pas très bien. C'est très compliqué, il y a beaucoup de réglementations, c'est des process qui sont lourds. Il y a des très bonnes raisons pour ça, mais résultat, ce que disent un peu toutes les entreprises qui connaissent le sujet ou qui ont déjà essayé, c'est répondre au marché public. Ben, en fait, c'est pénible. C'est tellement pénible qu'il y a des gens qui le font même pas en fait. Si on parle à des fondateurs de start-up, à des PME, il y en a plein qui nous disent ah ouais, il y aurait de l'argent à faire avec les marchés publics, mais c'est impossible d'y répondre, c'est trop compliqué. Et à l'inverse, c'est des énormes groupes qui y consacrent énormément de ressources et pour qui c'est extrêmement coûteux. Et en fait, ça, c'est un cas d'usage idéal pour l'utilisation de l'IA et des LLM, parce que ce qui a à la source de la complexité des appels d'offres et des marchés publics, c'est qu'il y a énormément de documents textuels à la fois à lire et à écrire. Donc, on parle de cahier des charges, de délibération de collectivité, de mémoire technique, enfin énormément de travail un peu comme ça complexe. On va éplucher des documents, rechercher de l'information et en écrire. Et tout ça, c'est beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée qui sont un excellent cas d'usage pour les LLM. Alors nous, quand on a commencé, les LLM existaient à peine. Donc on a été un peu visionnaire sur le coup. On avait senti que c'était en train d'arriver. On avait déjà commencé à faire de la R&D avant que ChatGPT émerge. Et on avait testé des tout premiers LLM qui existaient et les performances étaient pas suffisantes. Donc on s'était dit, OK, il y a quelque chose qui va se passer. Et tout d'un coup, bah, on a eu raison. Et donc, bah voilà, maintenant, ça nous a permis de lancer la boîte et d'avoir la traction qu'on a depuis les 2 ans où on s'est lancé. Comment vous vous êtes préparé du coup avant cette percée des LLM surtout d'un niveau de performance suffisant avec tes cofondateurs vous travailliez déjà ensemble sur un projet Oui, précédent. Est-ce que tu peux nous raconter votre préparation et comment est-ce que vous avez réussi du coup à saisir la vague au bon moment? ouais. Donc nous, il y avait le sujet, à la fois la problématique, la mission qu'il y a derrière, c'était quelque chose qui nous intéressait depuis longtemps. Qui, en gros, l'idée d'améliorer la manière dont le secteur public travaille avec les entreprises. Ça, c'est un sujet qui nous intéressait à titre perso, par nos parcours. On avait fait une première boîte dans le domaine des campagnes électorales. Donc, on était très intéressés par la donnée publique, la manière dont les citoyens interagissent avec les institutions. Ça, c'était un sujet, on va dire, sur le fond, en termes de valeurs, en termes de problématiques qui nous intéressaient. Et après, on s'était mis un peu comme ça à geeker sur ce qui s'appelait à l'époque le NLP. Alors aujourd'hui, plus personne dit ça. Donc, c'est donc le nom de l'intelligence artificielle appliquée au texte. Et on avait commencé à s'intéresser à ça. Moi, mon background au départ, je suis agrégé de philo, moi, au départ. Donc, un peu ce côté que grâce à l'intelligence artificielle, on allait pouvoir lire des quantités prodigieuses de documents aussi bien qu'un humain, en un certain sens. C'est quelque chose qui me fascinait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ce pain point un peu qu'on avait presque sous les yeux, quoi, qui était manifeste et qui était, mais c'est pas normal que ce soit aussi compliqué de répondre à un appel d'offres. C'est pas possible que ça prenne des jours et des jours pour analyser les marchés et des semaines, voire des mois pour répondre à un appel d'offres, alors qu'en un certain sens, la société, elle tourne comme ça. Enfin, le recyclage des déchets, la transition énergétique, les autoroutes, enfin, tout ça, c'est des appels d'offres. Voilà, c'est comme ça qu'on avait commencé. Donc, au début, quand on a lancé le produit, il utilisait donc du NLP, mais il n'utilisait pas encore GenAI. Et par contre, bah, dès qu'on a vu que effectivement les modèles avaient fait un saut, là cette fois-ci, on était bien placé pour arriver à les utiliser tout de suite et avoir une application concrète assez rapidement en fait après la sortie des modèles en API. Comment il fonctionne du coup votre produit exactement? Donc nous, juste parce évidemment ce qu'on fait c'est un sujet B2B, donc les gens connaissent pas nécessairement ce qu'on fait. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est il y a une collectivité locale, l'État, la préfecture, que sais-je, donc qui passe un appel d'offres par exemple pour le recyclage des déchets de la ville de Paris. Et à ce moment-là, il y a des entreprises qui répondent à ce marché. Et nous, nos utilisateurs, le persona de nos utilisateurs, c'est les équipes commerciales de Veolia, Vinci pour prendre les gros, ou des petites boîtes de BTP ou des boîtes d'énergie renouvelable un peu partout en France. Et elles, globalement, elles ont tout un process à suivre. Euh, Avant même
la publication des appels d'offres, un peu un travail commercial, de prospection commerciale, et après tout un travail où elles doivent veiller les nouveaux marchés qui sont sortis, identifier ceux qui les intéressent, écrire la réponse, et même quand elles ont gagné le marché, après il y a plein de tâches. Et donc nous, notre idée, c'est de transformer ce process complet. On veut complètement transformer la manière dont les entreprises répondent à un appel d'offres end-to-end. Donc du tout début de la relation commerciale jusqu'au moment où ça y est, elles ont gagné le contrat. Donc la manière dont on a fait ça, c'est on a pris ce process et on l'a décomposé. On l'a décomposé en sous-étapes. Et à chacune de ces sous-étapes, on se dit, est-ce que là, il y a quelque chose qu'on peut automatiser? C'est ça la philosophie. Donc on parle de plateforme d'automatisation de la réponse au marché public. On sait qu'on va pas tout pouvoir automatiser, mais l'idée, c'est dès qu'on peut l'automatiser, on peut l'automatiser. Et là, on va l'automatiser parfois avec GenAI, mais parfois pas. On peut aussi utiliser de l'AI un peu traditionnel. On a plein de recommandations, par exemple des moteurs de recommandation. Bon, bah ça existait déjà avant GenAI, mais en fait, c'est extrêmement puissant pour faire gagner du temps à l'utilisateur qui sinon doit éplucher une liste jusqu'à 300 marchés publics par jour. Bah, évidemment, si j'ai présélectionné les marchés les plus importants pour lui, c'est très efficace. Donc, nous, notre philosophie, c'est cette idée que on veut vraiment automatiser en entier un processus métier complexe qui mobilise plein de gens à plein de moments pendant des semaines et des semaines chez le client. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets Ouais. d'éléments du coup de ce long processus sur lesquels votre produit et notamment l'IA générative ont permis des gains de productivité majeurs? Ouais. Une première étape, on va dire deux étapes. Une première étape, c'est on aide nos utilisateurs donc sur la phase d'avant-vente. Concrètement, nos utilisateurs, c'est des commerciaux. Bon, les commerciaux, une partie de leur travail, c'est de faire de la prospection. Et pour ça, ils doivent écrire à leurs prospects. Pour écrire à leurs prospects, ils ont besoin d'avoir de l'information sur leurs prospects. Nous, notre utilisateur, je sais pas, ça va être le responsable des réseaux, de l'éclairage public dans une filiale de Vinci, par exemple. Ben, lui, son métier, avant nous, avant qu'on existe, c'était tous les matins, il va regarder le journal local, il va se balader sur le site internet de telle ou telle collectivité locale et il va essayer de voir s'il y a des choses qui se passent qui sont liées à son métier, donc en l'occurrence l'éclairage public. Or, il se passe énormément de choses parce que comme les acteurs publics sont soumis à des obligations de transparence, d'open data, en fait, il y a énormément de documents qui sont disponibles et qui parlent d'éclairage public dans un département français. Donc nous, la première chose qu'on va faire, c'est on va aller chercher tous ces documents et là, on fait de la recommandation. Donc là, c'est une brique d'IA qui consiste à scorer quels sont parmi tous ces documents-là ceux qui ont le plus de chances d'être intéressants pour notre utilisateur. Voilà. Et là derrière, il y a plein de petites choses qu'il faut bien faire. Il faut être capable de repérer le nom des personnes, le nom des entreprises, bien rattacher tel document à telle thématique, etc. pour être capable de proposer le bon document et éviter que l'utilisateur ait à faire lui-même en fait tout ce travail de veille. Ça, je dirais que c'est la première chose. Et la seconde chose qu'on fait, c'est dans une deuxième phase où là cette fois-ci il y a des appels d'offres qui ont été publiés. Et là, notre utilisateur, son travail, ça va être de regarder ceux qui ont été publiés et de déterminer si vraiment il a envie d'y répondre ou pas. Et pour ça, il a plein de critères métiers qu'il va regarder. Donc, par exemple, il va aller vérifier dans toutes les pièces jointes du cahier des charges quelles sont, je sais pas moi, la longueur de mètre linéaire et est-ce que c'est telle technologie d'éclairage qui est demandée, etc. Et ça, en fait, c'est un peu un travail de petite main où il ouvre les PDF les uns après les autres. Et ben nous, là, on va utiliser des LLM pour lui générer une sorte de synthèse. On appelle ça une grille de lecture. Donc, une grille qui reprend ces critères et qui fait un peu à sa place tout ce travail extrêmement fastidieux consistant à se palucher 20 PDF par marché fois 30 marchés tous les matins. Donc là, ça va être de la synthèse, de la rédaction de fiches de synthèse, de fiches d'analyse d'un gros jeu de documents complexes. Bon, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, nous on estime qu'on fait même pas 20% de ce qu'on pourrait faire. On est au tout début du process. Mais ça, par exemple, ce qu'on vient de dire là, c'est des choses qui auraient été complètement impossibles avant GenAI. Tu as déjà des chiffres qui prouvent l'impact en termes de productivité? Ouais, bien sûr. Donc, nous, ce que nous disent nos clients, c'est que grâce à nous, ils ont 3 fois plus d'informations en 5 fois moins de temps. Donc, 3 fois plus d'informations parce que parfois l'information était là,
Mais c'était tellement pénible d'aller la chercher qu'ils arrêtaient. Donc en fait, ils arrêtaient leurs tâches en cours de route, alors que là, ils sont sûrs de l'avoir, donc ils ratent moins d'informations et 5 fois moins de temps, parce que ce côté un peu répétitif consistant à passer en revue des documents, c'est automatisé par la machine. Ce qu'on sait, c'est qu'ils gagnent des projets grâce à nous, au sens où il y a des business qu'ils auraient même pas fait parce qu'ils auraient eu la flemme. En gros, ils seraient jamais arrivés jusqu'au bout pour le faire. Donc ça, c'est un très gros impact en matière de ROI pour eux. Ok, très clair. Si ça c'est 20% de la vision, ça m'intéresserait qu'on parle un peu plus tard de ce que c'est Ouais, de 100%. Juste avant, j'aimerais bien creuser. Du coup, vous faites partie des rares boîtes qui ont effectivement aujourd'hui de la GenAI en production, qui fonctionne oui. avec un haut niveau de fiabilité. Comment est-ce que vous êtes arrivé à passer d'un POC qui fonctionne pas trop mal à quelque chose de 100% fiable quand on parle d'appels d'offres où les enjeux économiques du coup sont très importants. Est-ce que tu peux nous plonger dans le détail de ce process et comment est-ce que vous avez progressé là-dedans? Ouais, tout à fait. Donc, je dis pas qu'on a toutes les réponses, hein. Mais il y a pas mal de choses qu'on a testées et on s'est un peu forgé des convictions là-dessus. Donc je dirais donc un peu le constat dont on parle, dont tout le monde parle, c'est que c'est hyper facile de faire un POC et c'est hyper difficile d'avoir quelque chose en prod. Donc nous, par exemple, nos clients, il y en a certains, c'est des gros clients, hein. Ils ont eux-mêmes des équipes data AI en interne. Ils ont tous, absolument tous, tenté de faire un POC sur les mêmes sujets que ce que nous on fait. En un sens, le cas d'usage était tellement évident qu'ils ont essayé. Tout le monde a essayé. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est utilisé. Donc, c'est vraiment un peu le cas typique où on l'essaye 2 fois. Ça fait waouh la première fois. Et en fait, à l'usage, on se rend compte que ça marche pas. Alors, c'est quoi un peu les barrières et comment est-ce qu'on les a levées? Je dirais qu'il y a plusieurs trucs. Il y a une première chose qui est un peu la chose la plus évidente dont nous parlent les clients, qui est la question de la fiabilité. Donc nous, c'est pas du B2C, c'est du B2B et c'est du B2B qui est lié à des décisions importantes. Nous, on veut aider nos clients à prendre des décisions business. Donc on peut pas se permettre que, à cause de nous, ils aient pris une mauvaise décision business qui ensuite engage un projet en millions d'euros. Ok? Mais en même temps, on sait que les modèles, les LLM, font des erreurs. C'est la nature probabilistique même du machine learning qui fait que c'est impossible. On peut pas à la fois avoir un LLM et un modèle déterministe. Ça marche pas. Donc, nous, le principe qu'on a toujours dit, c'est il fallait que le produit soit robuste à l'erreur. Et en fait, ce qui est robuste à l'erreur, c'est pas l'algo, c'est l'UX. Donc, je pense qu'il y a un gros enjeu qui est de trouver les UX qui correspondent bien au LLM. Donc ça, c'est un peu quelque chose qu'on entend toujours aujourd'hui dans tous les gens qui construisent des produits de GenAI vont dire ça à un moment ou à un autre. Chez nous, ça a été comment faire que même si le modèle se trompe, le produit continue à fonctionner. Il ne faut pas que le produit ne fonctionne que dans les cas où le modèle s'est pas trompé. Donc, par exemple, chez nous, là, une des conséquences, une des décisions que ça nous a amené à prendre, c'est on est parti de l'expérience ChatGPT. ChatGPT, tout le monde a eu cette frustration qui est qu'on lui pose une question, il donne une réponse, on se dit attends mais est-ce que c'est fiable ou pas? Et là on aimerait pouvoir vérifier et c'est pas facile à faire. Donc nous on s'est dit il faut l'inverse, il faut que ce soit hyper facile de vérifier tout ce qu'on dit. Donc nous on appelle ça le sourcing des réponses du LLM. Donc quand on pose une question au LLM, notre algo il est configuré pour que l'utilisateur voit toujours le paragraphe source de la réponse qu'on lui a donnée. Donc l'écran, concrètement, là je suis désolé, on est sur un podcast, je suis en train de faire des signes avec mes mains, mais l'écran il est splitté en deux. À droite, ils ont les documents sources, qui sont les documents que les utilisateurs connaissent déjà, qui sont vraiment leurs documents de travail, un PDF, un cahier des charges d'appel d'offres par exemple. Et à gauche, il va y avoir la synthèse rédigée par le LLM. Et si l'utilisateur clique sur un bout de la synthèse, hop, ça bouge à droite et ça va chercher le bon paragraphe source. Et donc ça, c'est absolument nécessaire pour construire la confiance, mais je pense pas simplement pour construire la confiance, aussi parce que pour permettre de gérer les cas où le modèle va se tromper. Voilà, donc ça, je dirais que c'était un des cas d'usage, enfin une des leçons. J'en ai plein des leçons, mais une autre des leçons, c'est ne pas non plus, comment dire, surévaluer l'IA. Donc là, on est sur un podcast GenAI. Quand on parle au fonds d'investissement, à la presse, évidemment, on a envie de dire qu'on fait de l'IA et voilà, c'est le hot topic du moment, donc tout le monde parle de GenAI.
c'est bien, c'est hyper important. On peut faire grâce à l'IA et à GenAI des choses qui auraient été complètement impossibles auparavant. Et donc, typiquement, nous, les process dont on parle, c'était pas envisageable de les transformer avant GenAI. Pour autant, ça veut pas dire que ton produit à la fin, ça va être 100% de l'IA. Ça veut pas dire que si tu fais un peu le ratio sur une année du temps de tes développeurs, du temps de tes ingénieurs, ils vont avoir fait 100% de l'IA. Pas du tout. Donc, nous, par exemple, on a très très vite compris que notre produit, il n'avait pas de valeur si en plus d'apporter le traitement de la donnée, il apportait la donnée lui-même. Donc notre produit, sa première couche, c'est pas du tout de l'IA, c'est du bon vieux scrapping. On va scraper tous les documents publics possibles et imaginables sur les 36 000 sites des administrations, institutions publiques françaises. Donc on a vraiment des scrappers partout pour chercher plein de PDF et on apporte le document et en même temps on apporte la couche d'intelligence qui va dessus. Mais si on s'était que focalisé sur la couche d'intelligence, on aurait eu zéro valeur. Donc ça c'est un peu un, voilà. Moi c'est la techno qui me drive. Je trouve ça fascinant. Je suis prêt à lire des papiers sur les LLM. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'en fait le temps de mes équipes ça doit être que de faire des LLM. Et même là-dessus, il y a peut-être même un truc contre-productif qui est que les clients, je pense qu'on est déjà passé au stade où ils ont plus trop envie qu'on leur parle d'IA. J'entends vraiment l'utilisateur. Peut-être le DSI en centrale, il a encore envie, mais en local, les clients, ils ont plus envie qu'on leur parle d'IA. On est déjà passé en fait de l'autre côté de la courbe de la hype. Euh, Voire c'est contre-productif parce que il va avoir des attentes complètement délirantes. Ben oui, effectivement, ça faisait partie de mes questions. Dans les fonctionnalités que tu nous as décrites, il n'y a pas pour l'instant de génération de toutes les réponses. Alors j'imagine que c'est probablement quelque part sur la roadmap, mais pour le moment un peu early. Comment vous avez constitué du coup vos équipes euh, pour arriver à construire ce produit? Tu peux nous décrire les fonctions et l'organisation interne? Oui, bien sûr. Donc l'organisation de nos équipes. Nous, on est encore une petite équipe. Au produit, on a une quinzaine de personnes en deux squads. Je dirais un peu la manière dont on l'a fait. La première chose, c'est on a un CTO qui est vraiment un expert du sujet, qui a une thèse en machine learning, qui avait beaucoup regardé les premières versions des LLM et qui a vraiment une compréhension de la techno qui lui permet de savoir en gros qu'est-ce que la techno fondamentale va faire, dans quelle direction elle va aller, versus qu'est-ce que nous on doit faire en s'appuyant sur cette technologie-là. D'ailleurs, c'est un sujet dont on pourra parler. Donc c'est lui quand même qui a réfléchi à ça. Ensuite, au début, on s'est dit, bah nous on est un produit early stage, on doit aller vite, on doit itérer vite. On va mettre les équipes AI dans les squads, on va dire fonctionnels, les squads, les feature teams, sans leur donner un statut spécial. Donc nous, on a des squads qui sont pluridisciplinaires. Il y a tous les profils dans chaque squad pour que la squad soit entièrement autonome pour répondre aux problèmes qu'elle essaie de résoudre. Ça, c'est un peu la philosophie by the book du produit. Ben, on s'est dit, on va mettre l'IA exactement là-dedans. Et je dirais que globalement, c'est une bonne idée, mais pas à 100%. Donc c'est une bonne idée quand c'est des sujets IA avec un niveau de certitude qui est quand même assez élevé, un niveau de maturité qui est assez élevé. Donc par exemple, pour ce qui est de la recommandation, bon, la recommandation, c'est un sujet qui est quand même connu. La maturité technique, elle est assez avancée là-dedans. Alors arriver à bien le faire, c'est compliqué, mais il n'y a pas vraiment de doute sur le fait qu'on va être capable de faire un moteur de recommandation si on se fixe ça pour sa prochaine milestone. Donc là, ça marchait très très bien d'avoir directement les équipes IA qui travaillent avec les designers, par exemple, ou avec le produit, aucun problème. Par contre, pour vraiment les sujets proprement LLM, en fait, ça marchait moins bien parce que on avait quand même beaucoup plus d'incertitudes sur ce qui était faisable ou pas. Et là, le cycle de dev de la squad, ben quand même, il marchait pas très bien pour ces sujets-là. Et donc, on a quand même gardé une petite branche R&D, on va dire, où donc les personnes qui sont dans la squad, donc les AI researchers, ils sont bien dans la squad, mais en revanche, ils consacrent une partie de leur temps à des sujets hors squad, qui sont des sujets qui ont un peu d'avance où le niveau de maturité technique est moins fort. Mais globalement, c'est sûr que pour une petite équipe, il faut surtout pas commencer à se créer un pôle AI à part. C'est sûr que c'est pas la bonne manière pour shipper un produit le plus vite possible. Très clair. Donc, les researchers sont plus proches du produit, du design et de la tech. Oui. Ça aussi, je pense, une conséquence en termes de profil.
Donc si on fait ça, il faut soit que les équipes produits comprennent bien la tech, soit que les équipes tech soient intéressées par le produit. Parce que sinon, ça marche pas, la communication. Et donc, nous, la philosophie qu'on a choisie, c'est plutôt d'avoir des équipes tech qui sont intéressées par le produit. Donc, nous, on recrute des gens qui ont des PhD, pour certaines, là, directement en NLP, donc directement sur ces sujets-là. Mais pour venir chez nous, faut être intéressé par les cas d'usage, par les utilisateurs. On n'a pas intérêt, nous, à recruter quelqu'un qui serait vraiment un pur tech, qui veut travailler exclusivement sur des enjeux scientifiques. Donc, on cherche des profils techniques avec une appétence produit, et je pense que ça, c'est absolument nécessaire pour que ce fonctionnement en une seule squad puisse marcher. Ok, très clair. Alors, je sais que l'UX, c'est un sujet important chez vous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre vision autour de ça? Tu nous as déjà donné l'exemple de l'écran en deux parties qui permettent de bien identifier quelle est la source de tel ou tel élément synthétisé. De manière générale, ou peut-être avec d'autres exemples, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'UX pensé pour la GenAI vous permet d'être plus performant? Ouais. Moi, je pense que c'est une question qui est pas encore tout à fait qui est pas encore tout à fait résolue. Donc, nous, ce qu'on a, la manière dont on a vu les choses. Moi, je pense que globalement, un bon produit AI, c'est pas un produit qui met l'AI en avant. C'est plutôt, en un sens, plus l'AI est invisible, mieux c'est. L'utilisateur, il veut réaliser son job. En un sens, c'est pas vraiment son travail de savoir si tu as fait ça avec NLP, GenAI ou un bon vieux regex, une règle écrite à la main. Donc, nous, on n'a pas une UX qui vise à mettre beaucoup en avant l'IA. Donc, on n'a pas des trucs qui brillent partout. On lui demande pas de mettre des pouces en plus, des pouces en moins à chaque fois pour juger chacune des recommandations qu'on lui fait. Ça, c'est un peu devenu une tarte à la crème aujourd'hui, mais ça marche pas, hein. Tous les gens qui ont testé savent que c'est pas vraiment ça qui fonctionne. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir une UX qui mette en avant particulièrement l'IA. Ça, c'est bon pour faire de la démo, mais c'est pas bon pour faire un produit. En revanche, je trouve que la question décisive, c'est est-ce que grâce à l'IA, on arrive à raccourcir entièrement des parcours utilisateurs qui aujourd'hui se faisaient en plusieurs écrans. Donc, par exemple, nous, une des tâches de nos utilisateurs, c'est chaque jour, ils regardent leur liste avec les nouveaux appels d'offres qui sont arrivés et ils doivent se faire une sélection, une espèce de shortlist. Bon. Bah, la meilleure UX, ce serait une UX où en fait l'IA ferait directement la shortlist à leur place. Et donc, ils auraient plus à passer devant un premier écran avec une liste, un deuxième écran où ils choisissent, un troisième écran où ils voient le résultat de leur choix, mais directement l'IA leur aurait apporté en gros la solution finale, la solution définie, la solution définitive. Bah ça, en fait, on a essayé et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que aujourd'hui, le niveau de performance des algorithmes n'était pas assez élevé pour que vraiment on fasse entièrement la tâche à la place de l'utilisateur et qu'il ait assez confiance dans notre résultat pour qu'il se dise OK, c'est bon, j'ai pas besoin de faire le travail moi-même. Et donc au final, on est revenu à une UX qui est pas si différente des outils qui peuvent exister. C'est juste que chaque étape, on la fait mieux. Chaque étape, elle est fluidifiée, elle est rapide, elle est plus rapide. Il y a moins besoin d'aller consulter des documents, etc. Mais on n'a pas complètement bouleversé son UX, parce qu'on estimait qu'on n'avait pas le niveau de performance qui, qui le permettait, quoi. Très clair. Et cette performance, elle est potentiellement liée du coup à la qualité actuelle des modèles. Comment est-ce que vous gérez justement ce choix des différents modèles? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a sous le capot d'Explain? Ouais, donc ça, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Donc là, la première chose, hein, c'est pour mesurer la performance du modèle. Donc, nous, notre stack, c'est une stack qui est construite au-dessus, si on veut, d'un LLM. Donc, on fait appel à un LLM par API et nos briques à nous, nos briques d'IA à nous, elles sont associées à cette première couche qui est la couche du LLM. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est en termes d'architecture, c'est de faire une architecture qui soit la moins dépendante possible du LLM qu'on a choisi. Parce que bien sûr, on n'a absolument pas envie de se retrouver dépendant d'un fournisseur de LLM plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est un peu la première chose. Ensuite, une fois qu'on a ça, ça veut dire que sur le papier, on peut changer de LLM
j'ai envie de dire tous les jours presque, s'il fallait. Donc ça nous permet de garantir à l'utilisateur qu'on utilise toujours le meilleur modèle pour la tâche qu'on essaye de lui faire. Donc, première chose. Une fois qu'on a fait ça, on construit un benchmark. Donc, on s'est construit notre propre benchmark sur nos propres cas d'usage. Donc, nous, notre cas d'usage, par exemple, ça va être poser un certain nombre de questions à un jeu de documents PDF et extraire la bonne réponse et parfois résumer la réponse pour qu'elle soit bien lisible par l'utilisateur. Ça, c'est notre jeu de questions. Et on s'est construit un benchmark automatisé. Ça, on peut utiliser les modèles frontières, les modèles les plus performants, on peut s'en servir pour qu'eux-mêmes fassent l'évaluation des modèles moins performants qu'on va utiliser et dont on est certain qu'ils reflètent le type de tâche que nous on veut avoir. Et après, on benchmark tous les modèles. On fait ça de manière régulière. Dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, on va benchmarker les modèles et on va choisir celui qui a le meilleur compromis pour nous, sachant que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance. Donc, chez nous, performance, ça veut dire fiabilité. C'est notre enjeu numéro un, c'est la fiabilité, plus que, on va dire, le fait que la réponse, elle soit super bien écrite, qu'il ait un ton personnel, sympathique et tout. Nous, c'est pas notre sujet. Nous, on fait pas de la conversation. Donc, c'est la fiabilité qui est le critère numéro un. Le coût, bien sûr, et la latence. La latence chez nous, c'est un facteur très important. On n'est pas en train de bavarder avec un chatbot. On est en train d'enchaîner une liste de plein de marchés et de plein de PDF. On a envie que ça aille vite. Et comme ça, on choisit le LLM qu'on choisit. Donc aujourd'hui, là, on utilise Mistral Small parce que c'est celui qui a gagné lors du dernier benchmark. Avant, c'était GPT 3.5. Et là, on hésite, mais on va bientôt essayer Llama 3, là, bien sûr, qu'on n'a pas encore essayé sur nos cas d'usage. Puis bon, on sait bien que les LLM, ça arrive tous les jours, donc enfin, presque. Donc l'idée, c'est de continuer à être très flexible là-dessus. Donc ça, je dirais que c'est la deuxième chose. Et après, la troisième chose, c'est de bien comprendre enfin, si le modèle fait une erreur, d'où ça vient. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Euh, Au début, quand on a voulu faire des premiers POC sur ce qu'on faisait, on a branché nos documents dans ChatGPT et on a demandé à ChatGPT, par exemple, de lire un PDF et d'extraire le montant d'un marché. Évidemment, c'est un critère fondamental, savoir quelle est la valeur du marché. Et on se rendait compte que GPT-4 se trompait dans 20 à 30% des cas. Et ça, c'est un paradoxe parce que comment un modèle qui a maintenant des capacités de raisonnement qui sont quand même assez avancées, qui sur certains benchmarks est meilleur qu'un médecin pour faire du diagnostic de pathologie complexe, comment ça se fait qu'il soit pas capable de repérer ce que c'est le montant d'un marché? Ça paraît quand même pas rocket science, quoi. Est-ce qu'en fait il n'est pas assez intelligent? Non, la réponse n'est pas que le modèle n'est pas assez intelligent, c'est qu'en fait le modèle ne sait pas vraiment ce que veut dire montant, parce qu'en réalité, dans un appel d'offres, des montants, il n'y en a pas un. Il y en a plein. Il y a un montant. Et puis après, il se trouve que le montant, c'est pas pareil que le prix unitaire, qui n'est pas pareil que le tarif annuel, qui n'est pas pareil que la clause de révision des prix, etc. Et donc, ça fait que même ChatGPT, si tu lui dis juste montant, en fait, il n'est pas capable de désambiguer entre ces différentes occurrences ou utilisations du champ lexical des montants. Et en réalité, ce qui manque au LLM pour être performant, c'est pas de l'intelligence, en fait, c'est du contexte. C'est de l'information sur l'utilisateur et ce que l'utilisateur cherche réellement à ce moment-là. Et il se trouve qu'un utilisateur qui regarde des appels d'offres, quand il demande montant, en fait, il cherche un montant annuel. Il cherche pas une clause de révision des prix, parce que si vous cherchez une clause de révision des prix, c'est ça qu'il aurait dit. Et donc, moi, je pense qu'on est à un stade aujourd'hui où la limite de performance des LLM, pour plein de cas d'usage business, c'est pas la qualité du modèle. GPT-4, il est assez fort pour faire à peu près tout ce que tu lui demandes. En fait, c'est la connaissance du contexte de l'utilisateur. En fait, il manque d'informations sur l'utilisateur. Ce qu'il lui faut, c'est lui envoyer plus d'informations sur les marchés antérieurs que tu as regardés, peut-être les emails que tu as envoyés la veille. Il a plus de chances de mieux répondre s'il connaît plus de choses sur toi que simplement s'il est plus intelligent. Et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Au début, je comprenais pas, en fait, comment ça se fait que GPT-4 peut se tromper sur une question aussi évidente. Et donc, nous, maintenant, on construit des briques là-dessus, en fait. Comment l'aider enfin, comment faire qu'on comprenne réellement l'intention de l'utilisateur dans son contexte. Très intéressant, ouais. Du coup, c'est à travers des prompts
qui intègre des données préalables. Alors là, il y a un petit peu de secret sauce que je garde pour moi. Mais donc globalement, l'idée c'est il faut un système automatique, mais en effet, ça consiste à mettre dans le. Donc nous, ce qu'on fait, ça s'appelle c'est du RAG, Retrieval Augmented Generation. Bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde fait du RAG. Bientôt, tout le monde dira oui, bien sûr, moi aussi, je fais du RAG. Euh, Dans un RAG, ce qu'on fait, c'est on donne un certain nombre d'éléments de contexte au modèle pour qu'il réponde de la bonne manière. Une partie des choses qu'on lui donne, c'est on lui donne des paragraphes du document qu'on essaye de lire. Donc si j'essaye de lire un cahier des charges d'appel d'offres pour une déchetterie, je vais lui envoyer les paragraphes de cet appel d'offres-là. Mais je lui donne pas seulement ça. Je lui donne d'autres instructions qui l'aident à comprendre, là en l'occurrence, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot montant. Et l'enjeu, c'est d'arriver à faire ça, mais d'une manière qui soit scalable, qui consiste pas à écrire à la main des prompts. En fait, mon temps, ça veut dire ça, mais pas ça, s'il vous plaît, ne me donnez pas la clause de révision des prix, mais donne-moi seulement la clause du montant. Ça, si on fait ça, le produit, il est pas scalable. Donc, il faut trouver une manière de injecter de l'information sur l'utilisateur, mais d'une manière scalable. Excellent. Dans les critères, j'ai pas l'impression que tu aies parlé des coûts. Oui, C'est parce que tu pars du principe que les coûts vont drastiquement chuter. Et je crois que c'est Olivier Godement d'OpenAI qui disait hier qu'effectivement, en un an, les coûts avaient baissé de 80%. Comment est-ce que vous approchez ça? Et comment est-ce que vous approchez aussi l'open source? Tu as cité du coup à la fois des modèles closed source et open source. C'est quoi votre stratégie autour de ça? ouais. Bon, première chose, donc les coûts, c'est important, mais moins que ce que les gens pensent, je dirais. Donc, c'est important au sens où il faut que l'architecture qu'on construise, elle ait quand même un sens d'un point de vue business. Si l'architecture, elle repose sur le fait que tous les matins, on va envoyer 10 millions de pages en prompt à GPT-4, bon, bah, ça marche pas. Ok, ça, c'est évident. Cela dit, moi, mon analyse aujourd'hui, c'est que, étant donné la baisse des coûts, qui arrive quand même tous les 6 mois, tous les ans, il y a une baisse significative des coûts, il faut pas aujourd'hui se limiter dans les features auxquelles on pense pour des raisons de coût, dès lors qu'on va dire qu'on est dans le bon ordre de grandeur. Donc évidemment, quelque chose qui coûte 10 euros au clic, faut pas le faire. Mais après, quand ça devient de l'ordre du centime, bon, ben là, c'est un peu cher aujourd'hui. Si je fais mon calcul de marge, je me dis, ah zut, ça me fait perdre 5 points de marge. Ah, c'est un peu beaucoup, 5 points de marge. Et donc, je m'interdis de faire une feature. Non, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est que tant que ça reste dans les bons ordres de grandeur, on pense qu'on on va profiter d'une baisse des coûts et le rapport performance-coût, c'est sûr qu'il va continuer à baisser. Donc, on va dire qu'on se stresse pas trop là-dessus. Et notamment, on n'a pas peur un peu de challenger les équipes plus business là-dessus, qui nous disent attention, ça va faire un peu baisser la marge dans les premiers mois et tout. Pour nous, c'est pas un critère. Ensuite, sur la question API versus modèle hébergé soi-même. Donc l'année dernière, il y avait beaucoup de modes. La mode, c'était le fine tuning. Donc en gros, tout le monde pensait que ce qu'on allait faire, c'était héberger nos propres modèles, les entraîner sur nos propres cas d'usage et les faire tourner ainsi. Donc nous, on était plutôt parti pour faire ça. Et en fait, c'est pas aujourd'hui, moi, c'est pas quelque chose que je conseille en dessous d'un certain volume. Faut vraiment avoir des gros volumes pour que ce soit justifié. Mais nous, c'est pas encore justifié. Les API, elles tournent bien. Il y en a de plus en plus. Elles sont hébergées sur des serveurs, enfin, qui ont de plus en plus de capacité. Et comme les coûts baissent, ça fonctionne. Donc nous, pour l'instant, on fonctionne par API. Et on va être dans pas très longtemps probablement. On sera au moment où ça vaut le coup de se poser la question de l'hébergement en open source, et l'open source, pardon. Mais aujourd'hui, on le fait pas. Sachant que OpenAI a annoncé que bientôt ils allaient créer une plateforme qui permettra aux clients de fine-tuner leur modèle avec leurs propres données. Donc, Oui, mais même en fait, indépendamment des histoires de coûts, en réalité, le fine-tuning, c'est moins prioritaire dans les roadmaps que ce qu'on pensait. Enfin, il vaut mieux bien faire du Retrieval Augmented Generation que de faire du fine-tuning. Et donc, on commence plutôt par cette brique-là avant de s'intéresser à la brique de fine-tuning. ok, En très tout cas, c'est ouais. bah ça m'a l'air d'être complètement aligné avec les best practices actuelles, effectivement. Sur, sur la vision long terme, du coup, tout à l'heure, tu nous disais, on est à 20% de ce qu'on Ouais, envisage. Tu peux nous parler des 80% restants? ouais, bien sûr. Donc, je disais, hein, nous, notre vision, c'est on développe une plateforme d'automatisation
de la réponse au marché public, donc end-to-end. Là-dedans, des étapes, si je te faisais le funnel complet, il y a des centaines d'étapes. Donc l'enjeu, c'est à chaque fois, dans ce process-là, quelles sont les étapes qui ont le plus de valeur pour l'utilisateur et qui ont le plus gros pain et qu'on peut espérer résoudre avec la technologie. Ça, cette approche, elle est relativement simple. Nous, on a déjà identifié des prochains pain points assez forts. Je peux t'en donner quelques-uns. Un premier pain point qu'on rencontre chez nos utilisateurs, et ça, je pense que c'est quelque chose que d'autres entreprises doivent rencontrer, c'est l'intégration avec leurs environnements de travail existants. Donc, par exemple, un CRM. Nous, nos utilisateurs, c'est des commerciaux. Des commerciaux, leur environnement de travail principal, c'est le CRM. Alors, il se trouve que chez nos clients, les gens utilisent un peu moins le CRM que dans d'autres types d'entreprises, mais néanmoins, il y a ça. Et donc, arriver à bien intégrer nos informations à nous avec le process dans le CRM, ça c'est un sujet important. Et ça, c'est le genre de sujet vraiment pas du tout sexy. Les intégrations CRM, il n'y a rien de moins sexy en un certain sens. Mais en fait, cette brique-là, c'est une brique où il y a un potentiel important de GenAI. Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça n'existait pas? Parce que la plupart des modules d'intégration de CRM, ils sont très contraints sur ce qu'ils veulent recevoir en input. Donc Salesforce, ils vont dire, bah, si vous voulez envoyer des informations dans Salesforce, il faut que ça respecte un peu ce format JSON, ce format CSV, il faut que les champs ils soient comme ça, etc. Et ça, en fait, c'est un pain pour les utilisateurs de faire ça. C'est un pain pour les outils existants de se mettre dans ces formats, et au final, ça se fait pas. Or, GenAI, une manière un peu de définir GenAI, c'est un peu, c'est une sorte de traducteur en un certain sens, les LLM. Et ils sont très très bons pour faire passer un truc d'un format X à un format Z avec un peu de flexibilité dans la traduction. C'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué s'il manque un caractère, il y a une colonne qui est vide et tout. On a tous fait un import Excel où on vous dit ah l'import a échoué parce que c'était pas le format attendu. Le LLM il fait beaucoup moins ça. Il est capable de fluidifier ça. Donc on pense que ça va permettre de en fait très facilement augmenter le flux d'informations entre un outil et un autre. Et ça, quand on fait du SaaS B2B, c'est décisif. Si on dit qu'on veut vraiment aider l'utilisateur sur tout son process, on peut pas lui dire ah oui mais par ailleurs le CRM c'est pas notre sujet. Donc ça je dirais que c'est un premier sujet très B2B mais qui a énormément de valeur en termes d'adoption notamment. Et après la deuxième brique c'est en effet la brique d'aide à la rédaction de ça s'appelle la mémoire technique, c'est ça le jargon dans le métier des appels d'offres, donc d'aide à la rédaction de la réponse aux appels d'offres. Donc nous, quand on va voir nos utilisateurs et qu'on dit qu'on travaille sur des choses IA, comme je te disais, c'est à ça qu'ils pensent, en premier. Nous, on a choisi de pas commencer par ça, euh, pour deux raisons. La première chose, c'est que la technologie est pas encore tout à fait mûre. Et après, la deuxième chose, c'est que quand on crée un outil comme le nôtre, il faut pas simplement qu'on propose des bonnes features qui résolvent bien le problème de l'utilisateur. Il faut aussi que notre produit constitue des barrières à l'entrée. Et on pense qu'on avait plus de barrières à l'entrée à constituer dans l'analyse des documents qui viennent du monde extérieur que dans l'aide à la rédaction des appels d'offres. Néanmoins, c'est un sujet qu'on veut traiter. Et ça, aujourd'hui, c'est un sujet qui, je dirais, qui est vraiment à la frontière mi-produit, mi-tech. C'est pas si clair, en fait, si aujourd'hui, est-ce que le bottleneck, c'est qu'on voudrait avoir des modèles encore plus performants. Donc là, au contraire de ce que je disais précédemment, là, on est prêt à prendre toute amélioration de la qualité intrinsèque du LLM. Ça a vraiment de la valeur pour rédiger des textes longs. ChatGPT, il ne sait pas rédiger un texte de 50 pages aujourd'hui qui tienne la route, quoi. Donc là, je pense qu'on a vraiment envie de capacité de planification, d'analyse, de découpage de tâches, un peu en mode un agent qui arriverait à répondre à un appel d'offres. Ah, en fait, c'est ces tâches-là. Et chacune de ces tâches, je les sous-coupe en ces tâches-là. Donc là, je pense on a encore besoin d'un progrès du modèle. Et après, l'autre chose dont on a besoin, ce que je disais précédemment là, c'est vraiment que l'utilisateur nous donne accès à énormément d'informations sur lui. Et ça, c'est pas des sujets évidents, ne serait-ce que d'un point de vue confidentialité, privacy. Une entreprise de marché public, c'est pas facile pour elle d'accepter de filer ces 10 dernières années de réponse à appel d'offres, alors que c'est vraiment le cœur de son métier. Et on se disait que c'était trop gros comme première marche pour nous, mais c'est clairement une des étapes à venir maintenant qu'on a des utilisateurs, qu'on a créé la confiance avec eux.
Justement, comment vous voulez rassurer les entreprises sur cet enjeu-là de la sécurité, la confidentialité des données? C'est souvent, encore aujourd'hui, un des bloqueurs psychologiques principaux. Quel était votre discours autour de ça? Alors, pour l'instant, on a la version facile du problème parce que le cœur de la donnée qu'il y a dans l'outil, c'est de la donnée qu'on apporte nous-mêmes, puisque c'est de la donnée externe qu'on est allé collecter nous-mêmes sur des plateformes externes à celles de l'utilisateur. Donc aujourd'hui, dans notre outil, dans Explain, il a à la fois de GenAI et de la donnée qu'il n'avait pas avant et qui n'est pas la sienne. Donc, on va dire que les enjeux de privacy, ils sont quand même moins saillants. Donc, il y en a un petit peu. Je pose une question, j'ai pas envie que mon concurrent ait accès à la même question. Donc, on rencontre ce genre de choses, mais je dirais qu'on n'a pas encore touché le cœur du sujet sur ce point-là. Ok, très clair, ça viendra. Certainement. Est-ce que un dernière question que j'aurais par rapport au parcours, si tu prends du recul, tu vois, sur ces 2 dernières années, c'est une question que j'aime bien poser dans ce podcast. Si tu dois résumer les apprentissages principaux que tu en retires et que tu pourrais partager à des gens qui aujourd'hui sont en train de construire pour la première fois des produits qui sont GenAI first comme le vôtre. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais, premier point, le produit est GenAI first, mais l'enjeu principal, ça reste de répondre à un problème utilisateur. Et si la meilleure manière de le faire, c'est pas du GenAI, ben, il faut pas faire de GenAI. Donc, en un sens, c'est trivial de dire ça, mais on peut tous se laisser tenter à faire autrement. Et c'est pas comme ça qu'on fait des produits qui fonctionnent, qui sont adoptés et que les utilisateurs aiment utiliser au quotidien. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. La seconde chose, c'est bien comprendre la différence entre un POC qui a un effet wow et un produit qui est utilisé en production. Et pour moi, la différence principale entre la démo et le produit utilisé en production, il y en a un, c'est l'intégration au workflow des utilisateurs. Les utilisateurs, ils ont déjà un workflow qui est leur travail, la manière dont ils le font aujourd'hui. Et il faut que le produit, tout GenAI qu'il soit, s'intègre bien à ce workflow. Et toutes les choses qui sont faites un peu sur le côté, elles font l'effet démo et elles fonctionnent pas. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est cette fois-ci d'un point de vue technique, comprendre les contraintes du passage de la production. Et moi, j'en vois deux principales. Donc, la latence et ce que je disais sur la capacité du produit à être robuste aux erreurs que va faire le modèle, qui sont des choses dont on se rend pas compte dans la démo parce que comme on teste 3 fois, on n'est pas tombé sur le cas où ça marche pas et dans la vraie vie, on tombe sur le cas où ça marche pas. Donc latence et robustesse à l'erreur, je dirais que ça c'est la marche entre le POC et la démo d'un point de vue technique. Voilà. Et après une autre chose qui s'applique pas du tout, je dirais, à quelqu'un qui est DSI dans une grande boîte, mais qui s'applique à une startup qui veut construire un produit de GenAI, c'est sur quoi est-ce que je dois concentrer ma techno, mon travail à moi, sachant que la technologie fondamentale, sous-jacente, évolue de manière très rapide. Et donc là, on voit bien le risque, en fait. Il y a deux risques pour moi. Il y a un premier risque qui est de se dire, ah ben, ce truc-là marche pas dans ChatGPT, marche pas dans GPT-4, donc je vais pas l'utiliser dans ma feature parce que c'est pas encore assez bien. Si ça se trouve, en fait, dans 6 mois, cette petite limite aura été résolue par OpenAI ou par Mistral ou par les autres. Et en fait, tout d'un coup, ça fonctionne. Donc, on risque, en fait, de manquer d'ambition dans les features qu'on propose, dans les solutions qu'on propose, parce qu'on a sous-estimé ce vers quoi allait la technologie. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est un peu un risque inverse, qui est de se dire, comme la technologie aujourd'hui n'arrive pas à faire ça, il faut que je construise moi-même une brique technologique pour compenser les échecs de la techno. Et donc, faire du travail qui risque d'être complètement réduit à néant le jour où la technologie fonctionnera assez bien. Et donc, dans ce cas-là, on a travaillé pour rien. Donc, je peux donner un exemple là-dessus. Donc, nous, on avait testé un des tout premiers modèles de GenAI en français. Donc, un des tout premiers, on va être précis, il s'appelait Barthez. C'était un LLM en français. Et il faisait des hallucinations tout le temps. Donc, l'histoire que je raconte, c'est il avait été entraîné sur un site de news français.
Et dès qu'il était question d'économie ou de politique, c'était Emmanuel Macron qui apparaissait. Donc c'était Emmanuel Macron inaugure l'incinérateur de Charleville-Mézières. Toujours, 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 c'était Emmanuel Macron parce que son dataset en français était tellement rempli d'Emmanuel Macron. Nous, à cette époque, on avait essayé de créer une brique techno à nous de correction des hallucinations. Autant de dire que ça n'avait pas du tout marché. On avait investi là-dessus. C'était idiot. Aujourd'hui, les modèles, ils font quasiment plus d'hallucinations. Donc, il faut être capable d'identifier ce que le LLM va être capable de faire et ce qu'il va pas être capable de faire. Donc ça, c'est pas complètement évident, hein. Il faut un peu de jugement. Et moi, ma leçon aujourd'hui, ce serait de dire que concentrer votre technologie sur ce qui va vous permettre de dire au LLM quels sont vraiment les besoins de l'utilisateur, le contexte d'utilisation de votre utilisateur, des informations sur l'utilisateur et son cas d'usage. C'est là-dessus que vous faites votre techno. Et si vous faites votre techno là-dessus, à mesure que les LLM progressent, en un sens, c'est tout bénéfice pour vous. Parce que vous profitez des fonctionnalités supplémentaires qui vont être apportées par les LLM sans être en concurrence avec les agents d'OpenAI ou de Mistral ou autre. Excellent. Et donc, on en revient à cet intérêt de la verticalité. Exactement. Oui. Exactement. Donc, nous, notre pari, c'est que aujourd'hui, les entreprises LLM, AI dont on parle le plus, ces entreprises horizontales, pardon. Donc, tout en bas, les fournisseurs de LLM et après tous les tools techniques qui existent aujourd'hui pour déployer des LLM. Enfin, ça, c'est celles dont on parle, c'est celles qui ont les valorisations les plus étonnantes. Et il y a une deuxième génération, une deuxième vague qui est en train de venir, qui sont les applications verticalisées. Donc, notre conviction, c'est que le futur appartient aux applications verticalisées et que la valeur créée pour les utilisateurs et dans l'économie, elle va venir dans les verticales. Et pourquoi est-ce qu'elle va venir dans les verticales? Parce que c'est dans les entreprises verticales que, un, on va s'adapter au workflow des utilisateurs, et deux, qu'on aura les informations contextuelles sur l'utilisateur qui vont nous permettre d'être vraiment pertinents par rapport à la problématique de l'utilisateur. Et à la fin, c'est ça qui fait que ça marche. Est-ce que tu aurais des conseils sur le choix des verticales où le potentiel de la GenAI est le plus important? Alors, franchement, c'est dur aujourd'hui de pas trouver une verticale où on se dit que ça peut pas fonctionner. Nous, clairement, on a plutôt choisi cette verticale parce qu'on aimait le problème qu'il y avait derrière, que parce que on avait fait un benchmark de tous les cas d'usage possibles et que c'est celui-là qui était en haut à droite de la matrice, hein. Objectivement, c'est pas comme ça qu'on l'a fait. On trouvait ça super intéressant et en même temps, on était un peu scandalisé par l'inefficacité de plein de procédures administratives et on s'est dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour régler ce problème. Moi, je dirais que c'est pas très difficile, à mon avis, de trouver des cas d'usage. Moi, ce que je recommanderais, c'est d'aller chercher des cas d'usage B2B un peu obscurs, qui sont pas ceux dont on va entendre parler le plus spontanément et donc qui sont pas des cas d'usage B2C, générer des images, etc., qu'on a un peu tous en tête. C'est d'aller chercher des cas d'usage B2B dans des entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui sont pas sexy. Où à la fois il y a énormément de valeur, mais il y a aussi beaucoup de complexité métier, donc il y a plus de manières de créer des de barrières à l'entrée et de vraiment créer un produit qui est très adapté à son vertical et avec une stickiness qui va être très importante pour la suite. Excellent. Dernière question sur la vision long terme du coup d'Explain, sur la manière dont les entreprises, le monde privé va interagir avec le public. Je serais curieux d'avoir ta vision des choses là-dessus, si on se projette à 5 ou 10 ans. Voilà, quelle est l'analyse que vous faites de la direction que les choses peuvent prendre à la vitesse où cette technologie-là va? Bon, dans 5 à 10 ans, toutes les entreprises qui veulent répondre à des marchés publics utiliseront notre solution pour gérer l'ensemble de leur process. Ça, la réponse, évidemment, on la connaît. Non, si on essaye d'être vraiment big picture, aujourd'hui, les relations entre les entreprises et l'État ou les administrations, c'est quelque chose qui est très inefficace. Ça, je pense que c'est évident, mais même en tant que particulier, on s'en rend compte. Il y a quelques sites internet qui marchent très bien. Donc, par exemple, là, tous les Français, en ce moment, il n'y a pas très longtemps, ont fait leur déclaration d'impôt. Bon, dans pas mal de situations, la déclaration d'impôt, ça fonctionne bien. Et il y a plein d'autres cas où ça fonctionne pas bien. Pourquoi est-ce que la déclaration d'impôt, ça fonctionne bien?
parce que l'administration a déjà énormément d'informations sur vous. Comme elle a accès à vos fiches de paye, etc., en un certain sens, elle vous demande presque juste de valider qu'elle a bien calculé les impôts que vous devez payer. Ça, je trouve que c'est une assez bonne analogie de ce que devrait être l'administration dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait déjà avoir accès aux informations et demander à l'utilisateur, est-ce qu'on est d'accord, c'est bien ça, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, c'est un peu ce modèle-là que je vois pour la relation entre l'État et les entreprises. En fait, ce que je vois bien, donc, je sais pas si c'est dans 5, 10 ans ou, bon, bref, en tout cas, ça va venir un jour, c'est les administrations, elles auront leur agent. Veolia, elle aura son agent AI. Chacun aura son assistant AI. Et c'est toute une partie des interactions qui aujourd'hui passent par des humains qui écrivent des formulaires, qui émettent des cahiers des charges, qui répondent à des cahiers des charges. Ça va être en fait des interactions en direct entre leurs deux agents respectifs. Donc il va y avoir l'agent appel d'offres de la ville de Paris qui va dire bon bah je cherche un prestataire pour la collecte des déchets dans le 12e arrondissement et il va envoyer un petit message auquel vont répondre les agents de Veolia qui vont dire bah regardez c'est bien mon métier, voici mes références, voici ce que je sais faire. Et là il y aura un premier screening qui sera fait et c'est seulement dans un deuxième temps que les humains interviendront. Donc les deux agents se seront mis d'accord en disant ok sur le papier ça pourrait fonctionner, Veolia ils savent bien faire de la gestion des déchets et en même temps ce contrat correspond aux critères commerciaux correspondant à la stratégie actuelle de Veolia. Et donc ça y est, les humains peuvent interagir, mais en un sens, il y a toute une partie un peu de checkbox où on s'est assuré que tout le monde correspondait aux critères de l'autre qui aurait déjà été faite. Et ça c'est en fait ça c'est un gain mais absolument prodigieux. Si nous on connaît très bien les gens qui écrivent les réponses aux appels d'offres, mais il faut se dire que du côté des administrations, il y a autant de gens qui écrivent les cahiers des charges des appels d'offres. Donc, en fait, le problème, il est double. Il est des inefficacités des deux côtés. Et pour moi, ça, c'est des choses qui vont complètement changer avec ce que sont capables de faire les LLM dans les prochaines années. Excellent. Donc, l'enjeu, ce sera d'avoir le meilleur agent possible. Exactement. Merci beaucoup, Arthur, pour toutes tes réponses. Passionnant. Je sais pas si tu Merci à toi. Chose. Si les gens veulent te contacter, on leur donne rendez-vous sur ton LinkedIn. Ouais, tout à fait. Arthur Muller. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à toi et hâte de suivre la suite d'Explain. À bientôt. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!